faire un petit coucou, ce serait juste génial. Ben voilà, Caroline est avec moi. Voilà, super. Bon, nickel. Alors, visiblement, on a eu un petit souci, effectivement, de rafraîchissement de l'image. Hein, la période du Covid, en tout cas, ne facilite pas tellement les choses. Et donc, je vais avoir le grand plaisir, en tous les cas, ce soir, d'animer avec Caroline, enfin plus exactement, Caroline va animer avec moi, c'est-à-dire que je ne fais strictement rien du tout à part lire les questions et éventuellement répondre à certaines questions qui pourraient arriver sur du droit de société. Et puis, ce que je vais vous proposer, c'est de pouvoir commencer tout simplement à regarder le sommaire. Alors, Caroline se présentera sans doute un peu mieux que je ne peux faire. Elle est avocate en droit de la famille, hein, je crois que c'est le terme consacré très exactement, mais elle va pouvoir vous parler. Et en tous les cas, juste à la fin, alors juste ce que j'ai oublié de dire, premièrement, il y a un replay, donc vous pourrez le regarder de nouveau. Hein, si vous êtes obligé de quitter plutôt la salle à un moment donné, sachez en tout cas que vous aurez un replay dans les 5 minutes qui suivent. Et juste à la fin de ce webinaire, il y a les coordonnées directement de Caroline qui pourra répondre à vos questions ensuite si besoin était. Et j'ai complètement oublié, je vais quand même me présenter, je m'appelle Patrick, je suis le cofondateur de Dux. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mais à force, au fur et à mesure, je vois en tous les cas des personnes qui me connaissent et qui m'envoient quelques petites vannes dans le chat. C'est génial. Voilà, en tous les cas, merci à tous et toutes d'être présentes. Puis maintenant, je vais laisser la parole à Caroline. Prendre la main. Vas-y, Caroline. Merci beaucoup, Patrick. Donc, écoutez, bonsoir à tous. Je suis ravie de voir qu'il y a autant de monde présent ce soir. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de vous faire un état des lieux. Donc, pardon, je me présente aussi. Donc, comme l'a dit Patrick, je suis Caroline Yadan-Peza, je suis avocat en droit de la famille. Ça fait un petit moment que j'exerce. Je crois qu'aujourd'hui, on en est à plus de 27 ans, mais bon, je préfère l'oublier parfois. Voilà, et donc l'idée, c'est vraiment de faire un état des lieux pour vous éclairer le cas échéant si vous avez des questionnements, un état des lieux à la fois sur le mariage et aussi sur le divorce, parce que lorsqu'on se marie, il arrive malheureusement de divorcer. Donc, je ferai plusieurs parties et je vous donnerai la parole écrite, si je puis dire, si vous avez des questions après chaque partie ou si vous voulez de plus ample éclaircissement. Donc, avant de divorcer, on se marie, on espère pour toujours, et je l'espère pour vous, mais bon, en fin de compte, on n'en sait rien, mais en tous les cas, lorsqu'on se marie, on se demande si, oui ou non, on doit se marier avec un contrat de mariage ou sans contrat de mariage, à quoi ça sert, et on va essayer d'y voir un peu plus clair. Alors, je ne sais pas si j'ai la main, là pour le coup, j'ai plus la main, Patrick, sur les slides. Voilà. Alors, quel régime on va adopter? Alors, non pas un régime amaigrissant ou alors éventuellement un régime amaigrissant en plus, mais en tous les cas, lorsqu'on se marie, on se demande si oui ou non on doit se marier avec un contrat de mariage. Et il y a plusieurs types de contrats de mariage, en tout cas plusieurs régimes. Lorsqu'on se marie, plusieurs régimes matrimoniaux, et on va essayer d'y voir plus clair. On a des régimes communautaires et les régimes séparatistes. Alors, de quoi s'agit-il? On va d'abord parler des régimes communautaires. En fait, on peut se marier, donc si on se marie sans contrat de mariage, on est soumis à la communauté légale réduite aux acquêts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord qu'on n'a pas besoin d'aller voir un notaire, et ça veut dire que si on n'a pas de contrat de mariage, dans ce cas-là, cette communauté réduite aux acquêts fait que l'enrichissement de l'un va profiter durant le mariage à l'autre. Donc, c'est un régime qui protège celui dont les revenus sont les plus faibles, celui qui renonce, par exemple, à son emploi pour s'occuper de sa famille, celle ou celui qui collabore gratuitement à l'activité professionnelle de l'autre. Donc, ça veut dire que on est vraiment dans un régime communautaire puisqu'il va y avoir une communauté, donc un ensemble qui s'appelle la communauté, qui va être créé au moment du mariage. Et cette communauté, elle va perdurer jusqu'au moment soit du décès, soit du divorce du couple. Donc, ça veut dire que oui, si on a envie de protéger son conjoint, si on a vraiment envie de créer cet ensemble-là, mais attention, les risques de l'un sont supportés par l'autre. Ça veut dire que s'il y a un des époux qui a des dettes, eh bien ces dettes seront supportées
par l'autre époux. C'est la raison pour laquelle la communauté réduite aux acquis est déconseillée aux couples dont l'un des membres exerce une activité indépendante, par exemple une profession libérale, ou même lorsqu'on, par exemple pour les commerçants, lorsqu'on exerce à titre individuel. Donc l'inconvénient peut être éventuellement pallié si le conjoint exerce son activité dans le cadre d'une société à risque limité ou éventuellement avec le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Donc voilà, ça c'est cette communauté légale. On se marie pour le meilleur et pour le pire, on forme un grand ensemble, on ne passe pas de contrat de mariage et dans ce grand ensemble rentrent à la fois les revenus et les dettes de la communauté. Et donc, on parlera ensuite de ce qu'on appelle les biens propres et les héritages qui, eux, n'entrent pas dans cette communauté. Donc ça, on est sur une communauté de biens réduits aux acquis, ou alors on décide d'aller voir un notaire, puisque c'est le notaire et non pas l'avocat qu'il faut aller voir à ce moment-là, pour passer un contrat de mariage, pour conclure un contrat de mariage qui est, alors, le plus fréquent des régimes séparatistes, c'est bien le contrat de mariage de séparation de biens. Alors, ce contrat de mariage de séparation de biens, il est particulièrement adapté aux couples dont l'un des membres exerce une activité professionnelle indépendante, donc ceux dont je parlais tout à l'heure, par exemple les professionnels libéraux, les commerçants, etc. Puisque le principe, c'est quoi? C'est que l'autre conjoint, il est mis à l'abri de tous les créanciers professionnels. Donc, il y a une vraie séparation entre les patrimoines de chacun des époux. Chacun contribue à son patrimoine propre. Il peut y avoir des achats communs, qu'on appelle des achats indivis, mais vraiment, on reste séparés. Donc, il est particulièrement adapté aux couples dont je parlais tout à l'heure, s'il y en a un qui exerce ce type d'activité professionnelle, à ceux aussi, pourquoi pas, qui ont des enfants d'un premier mariage pour éviter le problème de partage entre les enfants et la belle-mère, le beau-père, etc., parce que parfois, c'est pas forcément l'entente cordiale, et à ceux qui disposent aussi d'un patrimoine important, qui veulent le faire fructifier, mais qui veulent continuer à ce que ce soit un patrimoine propre et qui souhaitent pouvoir donc disposer librement des revenus de ce patrimoine sans avoir à rendre des comptes à son conjoint. Donc oui, dans ces cas-là. Et en revanche, il y a évidemment l'inconvénient, donc le mais de ce type de contrat, c'est que l'enrichissement de l'un ne profitant pas à l'autre, ce régime évidemment fragilise l'époux qui va collaborer gratuitement à l'activité de son conjoint ou même qui renonce à une activité professionnelle pour élever ses enfants. Et là, on verra que dans ce cas de figure, et on verra ça tout à l'heure par rapport au divorce, qu'il existe, la loi prévoit une compensation dans le cadre d'un divorce, mais ça ne viendra jamais compenser l'adoption de ce régime de séparation de biens et l'enrichissement réel d'un des conjoints par rapport à l'autre. Alors, le bon fonctionnement de ce régime de séparation de biens exige une certaine rigueur des époux qui conservent une gestion séparée de leurs affaires. Voilà, donc à défaut, ils risquent d'être, mais je l'ai dit, moins protégés que dans un régime communautaire. Donc après, lorsqu'on ne passe pas de contrat de mariage, je l'ai dit, c'est la communauté réduite aux acquis ou la séparation de biens, donc, qui est le régime séparatiste le plus fréquent. Après, il y a d'autres régimes, qui est le régime de la communauté universelle. Donc ça aussi, c'est un régime communautaire, bien évidemment. En général, on l'adopte en fin de vie, les couples qui ont atteint un certain âge, pour éviter les problèmes de succession et pour faire en sorte que l'autre, au moment du décès de son conjoint, eh bien, bénéficie de la totalité du patrimoine existant durant le mariage et qu'il n'y ait absolument aucune contestation sur ce point. Donc là, c'est la communauté universelle, c'est donc une protection totale du conjoint, notamment en cas de décès. Après, on a la participation aux acquis qui est quand même beaucoup moins usitée, de moins en moins en tous les cas. Alors, il y a encore quelques notaires qui le pratiquent dans des cas particuliers. En fait, c'est un régime hybride, cette participation aux acquis.
pendant la durée du mariage, il fonctionne comme la séparation de biens, donc on est séparés. Et par contre, à la dissolution, donc au moment en général du divorce, il y a un équilibre qui s'effectue entre le patrimoine originaire de chacun des époux et son patrimoine final. Donc, il y a une sorte de balance et de calculs très, très savants qui sont effectués à ce moment-là par les notaires. Et c'est conseillé en général aux couples dont l'un, au moins des époux, exerce une activité libérale ou à risque professionnel à sa dissolution. L'époux qui ne travaille pas ou qui a cessé de travailler pendant le mariage bénéficiera à ce moment-là d'une sorte d'accroissement du patrimoine de l'autre. Et en tous les cas, au moment où on adopte ce régime, il faut savoir que les opérations de liquidation attachées à ce régime, si on divorce en tous les cas, sont assez complexes. Voilà, donc là, j'ai essayé de résumer les différents régimes matrimoniaux. Et donc, pour savoir si vous avez compris, eh bien, un petit quiz nous paraissait, on va dire, important à Patrick et à moi. Et donc, pour savoir si vous avez compris, et je vous donne la parole dans le chat si vous le souhaitez. Voilà la question. Je décide de monter ma boîte et ma femme me demande en mariage. Donc, première hypothèse, je signe un contrat de séparation de biens. Deuxième hypothèse, je ne signe pas de contrat de mariage. Et troisième hypothèse, alors en fait, on s'est aperçu avec les anciens webinaires que la troisième hypothèse, mine de rien, elle demandait réflexion. Mais bon, donc, quelle est votre réponse? Eh bien, je suis sûre que vous le savez, même si vous ne vous exprimez pas forcément. Ça dépend. Contrat de séparation de biens, bravo à Aïssa. Il y a trois qui disent contrat de séparation de biens. Bravo. Signer évidemment un contrat de séparation de biens, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, pour être protégé lorsqu'il y a un risque professionnel dans le cadre de votre activité. Dans ce cas-là, vous n'hésitez pas, vous signez un contrat de séparation de biens. C'est très bien aussi Bertrand. Mais Bertrand est intervenu, je crois, après mon explication. Mais Yulia a fait une alternative aussi. Finalement, si je suis dans le caca, il ne faut pas la partager. Et voilà, exactement. Il faut penser à son conjoint. Lorsqu'on se marie, on est censé aimer son prochain, mais aussi son conjoint. Et donc, s'il y a un risque, en tout cas, ne pas lui faire porter. Voilà. Ouais, je voudrais rajouter un petit point auquel souvent on oublie, c'est le micro-entrepreneuriat. La micro-entreprise, c'est une entreprise. Quand on est micro-entrepreneur, en fait, on est entrepreneur individuel. Et ça veut dire que trop souvent, les gens se lancent, ne prennent pas d'assurance. Et comme l'a très bien expliqué Caroline, eh bien, du coup, c'est le patrimoine privé qui peut être attaqué en cas de problème majeur. Alors, on se dit toujours que quand on est micro-entrepreneur, on ne peut pas prendre de risques. Alors moi, je blague toujours en disant qu'il ne faut pas avoir écrasé la queue du chien de la reine d'Angleterre. Mais bon, ça, c'est plutôt comique. Et puis, enfin, j'espère en tout cas que ça l'est. Je suis peut-être le seul à rigoler sur cette vanne. Mais concrètement, si vous deviez avoir un accident majeur, je vous garantis que les assureurs se débrouilleraient pour bien vous dire que cet accident, vous l'avez eu non pas dans un cadre de droit privé, enfin de vie privée, mais dans un cadre professionnel. Et tant qu'il n'y a que des petits bobos de rien du tout, tout le monde est prêt à payer. Le jour où il y a un gros pépin, il y aura une enquête qui pourra être faite. Donc, faites très attention. Bon, déjà, moi, je ne suis pas très fervent de la micro-entreprise, de l'entreprise, à cause justement du risque que cela peut comporter. Bon, on peut comprendre, bien évidemment, qu'on puisse se lancer quand même dans cette typologie d'aventure, mais en tous les cas, prenez au moins une assurance responsabilité. C'est au moins la moindre des choses que vous pouvez faire s'il venait à arriver un pépin majeur dans votre entreprise. Voilà. Frédéric, alors, je crois qu'il y a des questions. Je vais les lire, si tu veux bien, Caroline, et puis tu vas pouvoir répondre. Oui. Christophe qui pose la question, pour le changement de statut de commun à séparation, pas de bien immobilier commun, est-ce qu'on sépare l'argent de compte bancaire, chaque époux à son compte?
Donc, si on passe d'un statut légal, donc sans contrat de mariage, à un contrat avec, un contrat de séparation de biens, ça veut dire qu'il y a une date qui est fixée, qui est la date du contrat de séparation de biens. Donc, la date de conclusion de ce contrat. Et à partir, c'est cette date-là qui va être prise en considération si jamais il y a des opérations de liquidation. Donc, on prendra cette date en compte. Et on verra le patrimoine constitué globalement avant cette date-là et ce qui vient après, ce qui signifie que oui, si on a deux comptes séparés avant le contrat de séparation de biens, l'argent qui est sur ce compte appartient aux deux époux, quand bien même il s'agit de deux comptes séparés. En revanche, à partir du moment où on signe ce contrat de séparation de biens, ces deux comptes séparés resteront séparés, y compris dans l'évaluation dans le cadre d'une séparation. Deuxième question, celle de Frédéric, qui se met en deux temps. Alors, c'est plus une suggestion. Il y a quand même beaucoup de types d'activités qui ne semblent pas poser de grands risques pour le conjoint. Par exemple, une activité de conseil. Est-ce que vous pensez qu'il faut un contrat de séparation du bien dans tous les cas? Point d'interrogation, avec la suite. Et on peut se couvrir contre les gros pépins avec une assurance professionnelle. Alors, si tu veux, vas-y, Caroline, comme tu veux. Oui, oui. Alors après, si tu veux compléter sur l'assurance professionnelle, mais en tous les cas, non, on n'est pas obligé, évidemment, de recourir à un contrat de séparation de biens parce que on peut aussi estimer que à partir du moment où on se marie, eh bien, on met tout devient un pot commun et on a envie de créer cette communauté-là et on n'a pas envie de séparer les choses. Et si, par exemple, l'autre conjoint ne travaille pas pendant un certain moment, etc., on a envie de lui faire profiter de sa réussite professionnelle. Enfin, tout dépend, en fait, l'état d'esprit dans lequel on est. Ce sur quoi j'insistais, c'est s'il y a des risques professionnels, de prévenir cette prise de risque-là vis-à-vis du conjoint. Alors, je te laisse répondre sur l'assurance professionnelle, peut-être. L'assurance, bien évidemment, on va prendre quelques exemples de façon très concrète et qui malheureusement peuvent arriver. Vous êtes dans votre logement, vous n'avez pas dit à l'assureur que vous aviez une activité professionnelle à l'intérieur de votre logement. Manque de bol, suite à des installations que vous faites, l'appartement prend feu. Je vous garantis effectivement que votre assureur ne vous remboursera pas et enclenchera votre responsabilité sur ce point-là. Ça peut être aussi, vous vous déplacez avec votre véhicule, malheureusement, vous percutez une personne, rebelote. Si votre assurance n'est pas professionnelle, les assurances viendront effectivement chercher votre responsabilité dessus parce qu'ils diront vous l'avez fait à titre professionnel et non pas à titre fait. Donc souvent d'ailleurs, pour la petite histoire, le coût pour indiquer que vous avez une activité professionnelle au sein de votre logement est égal à 0. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites tout simplement une notification auprès de votre assureur pour pouvoir le faire. Et donc, ce que dit Caroline à juste titre, c'est que si vous êtes en entreprise individuelle, qu'on soit bien d'accord, si vous êtes maintenant en SAS, prenez quand même une responsabilité, mais si vraiment il y avait un pépin majeur, ce serait la SAS qui serait en jeu et non pas votre entreprise individuelle. L'entreprise individuelle, c'est vous. Ça veut dire qu'on vous attaque, il y a unicité, ce qu'on appelle du patrimoine, et à partir de là, on ne sait jamais ce qui peut se passer, ça peut arriver de n'importe quel côté, d'où l'intérêt, en tous les cas, de choisir une forme juridique comme Caroline a pu le préciser, si vous voulez vraiment rester en entreprise individuelle, de choisir une EIRL, c'est la même chose, mais à responsabilité limitée, ou d'évoluer vers le cadre d'une SARL ou une SASU. Mais en tous les cas, avec les assurances, il faut être hyper clair, en tout cas, il faut tout prévoir. Je pourrais passer des heures à vous raconter dans ma vie professionnelle le nombre de fois que les assureurs ont pu surprendre nos clients, etc. Et puis le dernier en date qui a forcément frappé toute la France, c'est le coup du Covid, des fermetures administratives, dans lequel j'étais le premier à dire c'est foutu, les assurances jamais ne paieront. Et ça n'a pas manqué. Alors, bien évidemment, il y a eu les tribunaux, il y a un certain nombre de choses, tout le monde a l'air surpris, mais c'est la réalité aujourd'hui entre les gens qui reçoivent de l'argent des assurances et ceux qui donnent de l'argent. Ce n'est pas les mêmes, et les premiers sont sympathiques, les seconds le sont nécessairement moins. D'ailleurs, je connais un bon confrère en droit des assurances, si vous avez des problèmes d'assurance, parce que les assurances, on sait que parfois, ça pose un peu problème lorsqu'on leur demande une indemnisation.
Christophe qui pose une question, combien coûte le changement de régime? Quand il n'y a pas de régime matrimonial, à suivre un contrat de séparation de biens. Oui, quelques centaines d'euros chez le notaire. Tout dépend du notaire. C'est barémé. Donc, je ne peux pas vous dire exactement le prix, mais c'est quelques centaines d'euros. Alors, Frédéric, pourquoi l'RC ne couvrirait pas des dommages causés à autrui en cas d'accident lors d'un transport? Parce que tout simplement, je suppose que quand tu parles, Frédéric, de RC, c'est à RC personnel. Eh bien, les assureurs, le principe, en tous les cas, c'est qu'ils ont bien distingué de savoir qui ils assurent. Et c'est jamais une personne qui est assurée, c'est la personne dans le cadre privé ou une autre assurance qui est la personne dans le cadre professionnel. C'est un grand principe en matière d'assurance, c'est qu'on est toujours assuré en fonction d'une certaine situation. On pourrait passer des heures dessus, et puis je pense effectivement, Caroline, avec ton confrère qui s'y connaît mieux, il pourrait bien mieux répondre que moi, mais c'est le grand principe en tous les cas. Donc, dans tous les cas de figure, ça ne coûte rien de le dire à l'assureur, ou en tout cas financièrement, c'est rien. N'hésitez pas en tous les cas à envoyer lettre recommandée, ou en tous les cas de bien préciser les choses. En tout cas, ce sera beaucoup plus simple. Alors, Julia, avez-vous un assureur à conseiller pour sa vue? Pas pour l'instant, on aura sans doute quelqu'un, et si tu veux, Julia, tu m'enverras un petit mot et on essaiera de trouver quelqu'un. Aïssatou, les avocats en droit de la famille peuvent faire le changement d'un contrat de mariage où il faut forcément passer par un notaire. Notaire. Voilà. Obligatoirement. Brice, faut-il l'accord des deux parties pour passer d'un régime commun en régime de séparation? Oui, absolument. Obligatoire. Excuse-moi, Brice, je n'ai pas pu m'empêcher, mais ce serait assez amusant que tu reviennes dire à ton épouse, tiens, au fait, on a changé de contrat, mais tu étais d'accord. Je crois d'ailleurs, Caroline, que tu as une bonne histoire dessus. Tu la raconteras peut-être à la fin. Parce que sur le divorce et sur l'accord des époux. Remarque, voilà, je peux. Alors, voilà, il faut juste qu'on fasse un petit peu attention au timing, mais sur une petite anecdote comme ça, sur l'accord des époux dans le cadre d'un divorce, il y a quelques années, des époux avaient divorcé, donc à l'époque c'était forcément au tribunal, et donc ils avaient divorcé par consentement mutuel, tout allait bien, c'était magnifique. Et puis en fait, quelques mois plus tard, on s'est aperçu qu'il s'agissait du mari et de sa maîtresse, et donc ils avaient divorcé tous les deux, mais en fait la maîtresse s'était faite passer pour l'épouse légitime qui n'en était pas revenue, et tout le monde s'était fait taper sur les doigts. Voilà. Donc, il faut faire attention. C'est excellent comme histoire. Christophe, qui pose une question. Est-il facile d'avoir un crédit bancaire avec un contrat de séparation de biens? C'est une excellente question, Christophe. Je réponds si tu veux, Caroline. En fait, le principe d'une banque, c'est lorsqu'ils prêtent de l'argent, c'est de pouvoir non seulement percevoir des intérêts, mais surtout de recevoir l'argent de nouveau. Donc, le plus ils prennent de caution et de garantie, mieux c'est pour eux. Ça ne veut pas dire pour autant que tu es obligé de tout accepter, mais il est vrai que quelqu'un qui est marié sous contrat de séparation de biens, il y a de fortes probabilités que s'il demande une caution à titre personnel, il fasse signer aux deux personnes. Oui, voilà, c'est souvent le cas qui se passe. En tout cas, voilà, c'est très, très fréquent. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, il faut accepter. Si on se marie avec un contrat de séparation de biens, autant effectivement bien délimiter les différents points. Alors, on va passer à la suite. Un petit peu pessimiste, et oui, parce que quand on se marie, alors je crois que c'est un divorce sur 3 en France, et un divorce sur... Enfin, voilà, je ne veux pas être trop pessimiste parce que je vais vous mettre le moral à zéro. Tu avais parlé de je suppose, non? Bon, ouais. Il peut arriver de divorcer. Voilà. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que le divorce ne doit pas être un combat, et que ce divorce-là, on va essayer de faire en sorte qu'il se passe le mieux possible, et non pas dans une souffrance extrême. C'est déjà très douloureux de divorcer. Et donc, il faut savoir dès le départ qu'il y a plusieurs choses à envisager. Et d'abord et avant tout, cette notion de prestation compensatoire. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme de prestation compensatoire. Qu'est-ce que c'est cette prestation compensatoire? Eh bien, lorsque la rupture
crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, alors la loi vient compenser cette disparité en donnant à l'époux qui a donc le moins de revenus et des conditions de vie, un train de vie plus faible que l'autre, il vient lui donner une compensation financière. Et donc c'est cette disparité-là qui résulte de la rupture du mariage que la loi va venir compenser. Cette prestation compensatoire, elle est fixée en fonction de beaucoup de critères qui ne sont pas exhaustifs, qui sont indiqués dans le Code civil. Alors, c'est en vrac la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels des époux, leurs droits en matière de retraite, le patrimoine estimé après le calcul liquidatif, donc leurs droits respectifs dans le cadre de la liquidation. Et avec tout ça, on va essayer d'envisager un calcul, donc en fait c'est un audit compensatoire, donc une sorte de calcul de prestation compensatoire de ce qu'elle pourrait être et quel pourrait être le montant alloué par un tribunal. Il y a des méthodes de calcul qui existent, ce sont des méthodes empiriques ou des méthodes doctrinales, c'est-à-dire qui ont été créées par des auteurs, des magistrats, des notaires, etc. Donc, on va faire un global de toutes ces méthodes-là pour sortir une fourchette de prestations compensatoires qui, voilà. Alors, il faut que je précise, puisque j'ai parlé des régimes communautaires ou des régimes, en tous les cas, lorsqu'on se marie, il faut savoir que cette prestation compensatoire, elle n'a pas pour but de compenser le choix des époux d'avoir opté, par exemple, pour un régime séparatiste. Hein. On n'est pas sur cette compensation de ce choix. En revanche, on est sur une volonté de faire en sorte qu'il n'y ait pas un des époux, par exemple, dans le cadre d'un régime séparatiste, qui se soit vraiment enrichi énormément, qui ait énormément de revenus, qui ait un grand salaire, qui est forgé avec, qui se soit, marié après plusieurs années, donc qui ait une carrière professionnelle extrêmement satisfaisante, tandis que l'autre a élevé les enfants, l'autre a renoncé, a fait des sacrifices professionnels pour justement s'occuper de la famille, etc. Et se retrouve après, par exemple, un certain nombre d'années de mariage, eh bien, sans perspective à la fois financière, professionnelle, etc. Et donc, la loi vient compenser ça. Donc, critères et disparité, c'est vraiment les deux maîtres mots de cette prestation compensatoire. Et petit quiz à nouveau, pour voir, et avant vos questions, si vous avez compris la chose. Donc, hypothèse, je divorce après 2 ans de mariage, 20 ans de vie commune. Notre patrimoine commun est évalué à 1 million d'euros, soit 500 000 euros chacun. Mes revenus sont d'environ 10 000 euros par mois et ceux de mon conjoint, 2 000 euros. Donc, premier cas, est-ce que mon conjoint peut prétendre à une prestation compensatoire d'environ, aller au global de 50 000 euros? Est-ce que mon conjoint, il peut prétendre à rien du tout? Ou alors, je réfléchis, bon, puisque je me suis mariée, après tout, pourquoi divorcer? C'est pas la peine de divorcer, on va essayer de rétablir le lien et après tout, rien n'est perdu et donc je ne divorce plus. Voilà, je ne divorce plus, tout à fait. Je crois qu'il y a certains participants qui doivent être d'accord avec moi. Donc la réponse, alors en fait, c'est une question un petit peu piège. Pourquoi? Parce que on parle dans cette hypothèse de 2 ans de mariage. Et donc 2 ans de mariage, c'est très, 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 très peu par rapport à un calcul de prestations compensatoires. En revanche, 20 ans de vie commune, c'est beaucoup, sauf que la jurisprudence ne prend pas en compte la vie commune, mais elle prend en compte ce qu'on appelle les années de vif mariage. Et les années de vif mariage, ce sont les années où on a été marié.
Donc, il y a vraiment un distinguo entre, on est resté concubin, on est resté pacsé, on est resté en union libre on peut rester pendant 20 ou 25 ans, on n'aura pas le droit à une prestation compensatoire. En revanche, à partir du moment où on se marie, la question de cette prestation compensatoire, elle vient réellement se poser. Donc, dans ce cas, on a une balance de patrimoine qui est équivalent, donc 500 000 € chacun. En revanche, on a une vraie disparité au niveau de ces revenus. Donc, il se peut qu'on envisage une prestation compensatoire, voilà, mais qui ne sera pas importante. Et il n'est pas du tout sûr que si cette prestation compensatoire, elle est accordée par le tribunal, qu'elle soit équivalente à, en réalité, 50 000 €. Voilà. Donc, c'est un cas où il n'y a pas de réponse très, très précise. En fait, c'était une question très, très piège. Voilà. Et donc, c'était pour essayer de vous faire toucher du doigt de ce qui se passe au niveau de la prestation compensatoire, qui prend en compte, comme je vous l'ai dit, tous les critères que j'ai énumérés tout à l'heure, et notamment les droits liquidatifs. Vous voyez, dans ce cas de figure-là, il y a 500 000 € chacun. Ces droits liquidatifs sont très importants, et d'ailleurs, ça va être l'objet de la troisième slide, et du dernier slide, en tout cas des questions qu'on va encore voir. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Caroline, il y en a. Bouzid, la mise en place d'un contrat de séparation coûte-t-il plus cher qu'un divorce? Alors, je crois que je n'ai pas compris la question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le coût de la contrat de séparation. J'ai dit que c'était juste quelques centaines d'euros, donc ça n'a strictement rien à voir avec le coût d'un divorce. Le coût d'un divorce est largement plus important que la mise en place d'un contrat de séparation. C'est juste, voilà, je crois que c'est 200 ou 300 € chez un notaire, hein, c'est pas plus. Hein. Oui, et puis Bouzid a posé la question avant que tu passes ton slide, qui, je le rappelle, fait que le coût d'un divorce dans une prestation compensatoire n'a strictement rien à voir avec la nature du contrat de mariage ou l'absence de contrat de mariage. Alors, ça n'a rien à voir, et en même temps, ça a à voir un petit peu. Pourquoi? Parce que dans les critères sont pris en compte justement les droits liquidatifs de chacun. Donc, si on prend par exemple l'hypothèse d'un couple qui est en séparation de biens, où le mari a, je ne sais pas, 400 000 € de patrimoine, de liquidité et un bien immobilier qui vaut 400 000 €, et que de son côté, l'épouse n'a que peu de choses. Elle a par exemple un bien immobilier, un investissement locatif de 150 000 €, mais n'a pas d'autre chose que ça. Dans ce cas-là, évidemment, la prestation compensatoire sera plus importante que si on est dans un système de régime communautaire et où en fait il y a une équivalence en termes de droits liquidatifs. Très bien. Alors, je te voyais sourire. Oui, mais parce que forcément, je lis, moi, les chats au fur et à mesure. Toi, tu es concentré dans ce que tu dis, mais moi, je lis au fur et à mesure. Enfin, je t'écoute et je lis au même moment. Et tu vas vite comprendre pourquoi. Alors, Brice, pourquoi n'avez-vous pas fait ce webinaire avant mon mariage? Et oui, c'est la question. C'est pour ça que, bon, voilà. Mais les conseils ne sont jamais trop tardifs. Emilia qui dit trop tard. Bon, bref. D'où l'intérêt de s'entendre avec son conjoint et de faire des efforts au quotidien. Alors, je vais reprendre des questions. Hein, je vais rester sérieux. Christophe, si l'entreprise est un bien propre, est-il intéressant de changer le régime de mariage de commun à séparation? Tout dépend de l'objectif, en fait. Tout dépend de ce qu'on souhaite. L'entreprise, alors, en fait, attention, l'entreprise est un bien propre. En quoi l'entreprise serait un bien propre? Parce que l'entreprise aurait été créée avant le mariage. Donc, ça signifie ça. Il n'en reste pas moins qu'à partir du moment où on se marie, il y a une partie de l'entreprise qui devient, en tout cas des parts qui deviennent, après c'est un calcul savant du notaire, mais du coup ça change. C'est pas comme si on avait acheté un bien immobilier avant le mariage et ce bien immobilier il est immuable et il reste un bien propre parce qu'acheté avant le mariage. Une société c'est différent puisqu'il y a une évolution dans le temps et une évolution notamment avec les bilans, etc. Donc ça devient du commun. Voyez, donc
Après, tout dépend. Est-ce que c'est intéressant ou pas en fonction de quoi? Si on veut protéger son conjoint ou pas protéger son conjoint, bon, quand on se marie et qu'on a une entreprise, on crée une entreprise, les parts de cette entreprise-là sont des parts communes. Donc, c'est à partager au moment du divorce. Là, ce n'est pas le cas puisque c'était un bien propre qui était donné suite à une donation. Christophe m'a fait un petit complément. Ah, d'accord. Donc, une donation. Voilà. D'accord. Donc, dans ce cas-là, c'est vraiment un bien propre. Mais c'est une société, il n'en reste pas moins. Et donc, je confirme ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, oui, la société en tant que telle. Après, il faut voir dans le temps, puisque les revenus, les revenus, si on est marié sans contrat de mariage, tous les revenus sont des revenus communs et les parts de société, alors ça dépend si ça a bougé ou pas. C'est-à-dire que si c'est une donation, le principe c'est que c'est du propre, mais il faut quand même étudier le dossier parce que ça peut devenir sur certaines choses du commun s'il y a une évolution au niveau de la société. Alors, là, les questions, ça tombe, tu vas voir, ça ne va pas être déçu. Alors, ma conjointe est étrangère. Je suis pour l'instant en auto-entreprise, mais bientôt en SASU. Nous allons nous marier pour, alors c'est marqué la franchisée, mais je suppose sans doute pour obtenir la nationalité française et ainsi l'intégrer en SAS en tant qu'associé. Alors, la question arrive, quel contrat faire pour sécuriser le revenu de ma société et quel est le risque en cas de séparation? Alors, donc, si je retiens, donc la conjointe est étrangère, ok. Donc, intégrer un conjoint en tant qu'associé, le conjoint reste associé. Il a ce statut d'associé et il aurait ce même statut d'associé si les conjoints n'étaient pas conjoints et n'étaient pas mariés. Donc, c'est vraiment indépendant. Oui, et étranger ou pas d'ailleurs, hein, parce que ça n'a rien à voir. Ou pas, absolument. Donc, le conjoint, il est associé, c'est du droit des sociétés, il reste associé et il a tous les droits et les obligations d'un associé. Ce n'est pas parce qu'on est marié. Alors après, si on est marié sans contrat de mariage, dans ce cas-là, les parts du conjoint, mais en fait, ça se compense s'ils sont associés à 50-50, mais la moitié des parts du conjoint entre dans, enfin, les parts du conjoint entrent dans la liquidation et ensuite on sépare en deux. Voilà. Donc après, pour protéger, c'était quoi? C'était les revenus de la société, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est en auto-entreprise, il va passer en SASU. Donc, Cyril, effectivement, si tu voulais, entre parenthèses, être le seul associé au sein de ta société, transforme ton auto-entreprise tout de suite en SASU, enfin, transformer, c'est-à-dire tu abandonnes ton auto-entreprise, tu crées ta SASU, alors avec ou sans vente d'ailleurs de l'activité. Et si tu le fais avant le mariage, tu es seul associé. Si tu décides de mettre ta future conjointe comme associée, le fait qu'elle soit mariée ou pas mariée, ça ne change strictement rien du tout. Voilà. C'est plus du droit des sociétés. Et effectivement, si maintenant tu veux le faire avant, après, au moins, c'est en tranquille. Alors que si tu crées ta SASU après, par définition, si tu n'as pas de contrat de mariage, eh bien, 50% de la société lui appartiendra. Voilà. Donc, en fait, s'il veut, c'est Christophe, c'est ça? Non, c'est Cyril. Cyril, pardon. Donc, si Cyril veut vraiment protéger sa société, même pour l'avenir, etc., je lui conseille de passer un contrat de séparation de biens, oui, ça c'est sûr. Et puis comme ça, au moins, il n'y aura pas le problème communautaire qui se posera. Et ce sera uniquement, si jamais son épouse est associée, ce sera uniquement d'un point de vue du droit des sociétés que la problématique, en tout cas, si elle existe un jour, se posera. Alors, Mylène qui pose une question, c'est 3 questions, mais je vais la résumer en une seule. Mylène est mariée sous un régime de communauté légale. Elle est mariée à un conjoint qui a un enfant, qui a eu un enfant avant leur mariage, mais pas avec Mylène. La question de Mylène maintenant, c'est si son conjoint crée une SASU en régime de communauté légale, enfin s'il crée une SASU, est-ce qu'il peut la transmettre à la société à son fils?
on peut transmettre, oui, de toute façon, rien n'empêche de transmettre. Alors, si on est marié sous un régime légal, il faut l'accord de l'autre, évidemment. Tout à fait, ouais. Mais sinon, on peut tout à fait transmettre ce qu'on veut du vivant des enfants. Bouzid, si je divorce et mes revenus sont les mêmes que celles de mon conjoint, 3 000 € par mois, il n'y a pas de prestation compensatoire. Par contre, si par la suite mes revenus augmentent significativement, un an plus tard, mon conjoint peut-il prétendre à une prestation compensatoire? Par la suite, c'est-à-dire après la séparation, si c'est après la séparation, on n'en tient pas compte. Peut-être un an après, par exemple. On n'en tient pas compte. On tient compte, et ça pour le coup, ça a été jugé, rejugé, etc. par la Cour de cassation. On tient compte vraiment de l'instant où on se sépare physiquement. Et donc, lorsqu'il y a une fin de cohabitation et de collaboration, c'est ce moment-là qui compte. Donc, si on s'est enrichi après la séparation, alors on ne tient pas compte de cet enrichissement. Christophe, dernière question, donc avant le 3e slide. Les 2 époux peuvent exclure certains biens au moment de changement de régime. Exemple, le compte bancaire reste commun. Alors, oui. On peut absolument, on peut faire ce qu'on veut en fait. Dans le cadre d'un contrat de mariage, il suffit d'avoir un notaire qui comprenne exactement ce que vous voulez. Donc, il y a certains biens qui peuvent être exclus, y compris au moment du changement de régime matrimonial. Et donc à ce moment-là, on fait exactement ce qu'on veut chez le notaire. Oui, tout à fait. Ok, je te propose de passer à la prochaine partie. Exactement. Donc, ce que je disais tout à l'heure, il y a donc un élément qui intervient et qui est très, très important lorsqu'on divorce. C'est ce qu'on appelle la liquidation des biens de la communauté. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque on va divorcer, on va prendre en compte ce que les époux ont créé ou pas et faire un partage des droits des époux. Et il faut distinguer évidemment le cas où on est en contrat de séparation de biens ou si on n'est pas en contrat de séparation de biens, dans ce cas-là, on est dans le cadre d'une communauté. Donc, dans le cadre d'une séparation, pardon, hop, vous avez cru que vous alliez voir le quiz avant. Eh ben non, je suis repartie en arrière. C'est pour tout à l'heure le quiz. Donc écoutez-moi bien, chers amis. Donc, liquidation. Premier cas, séparation de biens. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, séparation de biens, on est séparés. Donc ça veut dire que chacun, au moment du divorce, chacun reprend ses biens à l'issue du divorce, puisque par principe, rien n'est commun. Sauf, bien entendu, si on a acheté des biens en indivision, et dans ce cas-là, ces biens en indivision seront partagés. Mais le principe, si on est marié sous un régime de séparation de biens, on divorce, et c'est d'une simplicité enfantine, puisque chacun reprend ces biens qu'il possède. Alors, s'il n'y a pas de contrat de séparation de biens, donc ça veut dire si on est dans le cadre d'un contrat de communautaire, donc soit participation aux acquis ou communauté universelle ou communauté légale. Dans ce cas-là, il y a alors des opérations de liquidation qui sont effectuées. Ces opérations sont effectuées par un notaire qui va faire un état des lieux, en fait, de l'actif communautaire et du passif communautaire. Donc, il va mettre une colonne où il va dire, bon ben voilà, il y a tel bien qui existe et qu'on met dans l'actif. Donc, on a acheté un appartement, on a un investissement locatif, et puis on a de l'épargne, etc., etc. Donc, tout ça va figurer dans la case actif. Et puis, dans la case passif, il va y avoir les emprunts qui sont liés à ces achats immobiliers, par exemple, des dettes, par exemple, un crédit à la consommation, etc. Donc, on a ces 2 colonnes et on va faire actif moins passif et on va obtenir ce qu'on appelle l'actif net de communauté. Cet actif net de communauté va être divisé en 2 pour permettre de connaître les droits respectifs de chacun des époux dans le cadre de cette liquidation. Et c'est à ce moment-là, au moment des opérations de liquidation, que le notaire va demander à chacun des époux s'il existe des biens propres, donc
soit des donations, soit des héritages, soit des biens acquis avant le mariage, pour réintégrer ces biens-là et calculer ce qu'on appelle des récompenses. Donc, les récompenses, c'est on prend ce qui existait avant le mariage et puis, comme ils ont fait partie d'une communauté, un des conjoints doit récompense à la communauté des biens qui ont été, acquis. Donc, calcul des récompenses, distinction des biens propres et des biens communs. Donc, ces récompenses-là, l'époux a le droit à récompense à toutes les fois que la communauté, en fait, s'est enrichie à son détriment, au détriment de son patrimoine propre, afin de compenser la perte subie par ce patrimoine. Donc, ces opérations de liquidation-là, par le notaire, sont extrêmement importantes. On ne peut pas divorcer par consentement mutuel si on n'a pas préalablement liquidé et partagé, donc liquider les biens de la communauté et partager, effectuer un partage de communauté qui va se faire par le notaire. Voilà. Donc, petit quiz et ensuite question. Je me suis mariée sans contrat de mariage et j'ai créé ma société durant mon mariage. Je décide de divorcer. Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, hein, donc j'ai soufflé déjà la réponse. Qu'advient-il de ma société? Elle appartient pour moitié à mon conjoint, première hypothèse. Elle n'appartient qu'à moi. Et puis quoi encore? Non, mais ça ne va pas à la tête. Et puis après réflexion, vous connaissez cette réflexion qui commence à être quand même la réflexion de la sagesse. Je ne divorce plus du tout. Voilà. Donc, eh bien, la réponse. Est-ce qu'on a des bonnes réponses? On a trouvé la réponse, en fait. Ah, voilà, c'est exprimée de façon différente. Voilà. D'accord. Eh bien, elle appartient pour moitié à mon conjoint. Absolument. Donc, je crois qu'on a des bonnes réponses. Oui, ils sont au top. Alors, est-ce que sur cette histoire de liquidation, on a des questions? Non, pas pour l'instant. Non, il y a beaucoup de questions qui ont été posées, mais pas sur celle-ci en tous les cas. D'accord. Alors voilà, donc c'est vraiment un aspect très très important quand on divorce, hein, la liquidation. Moi, j'ai été confrontée souvent à des personnes qui ont voulu divorcer très très vite sur Internet, tchic-tchac comme ça, allez, ça coûte 300 € et puis on va divorcer. Et puis en fait, c'est une catastrophe parce que le divorce par consentement mutuel, qui est aujourd'hui un divorce déjudiciarisé, donc qui est un divorce par acte sous seing privé, avec une sécurité juridique attachée aux actes sous seing privé qui n'est pas la sécurité juridique qui est attachée au jugement, eh bien, elles ont divorcé par consentement mutuel, alors même que ce divorce n'est pas valable puisque il doit absolument intégrer une liquidation des biens de la communauté. Donc, vraiment, faites attention. Divorce par consentement mutuel, c'est le meilleur divorce qui soit parce que personne ne sort ni gagnant ni perdant, on se met d'accord. Et peut-être aussi avec une médiation familiale, pourquoi pas. Mais faites appel à un avocat qui fait vraiment du droit de la famille parce que ça peut être assez vite très embêtant puisque comme je le disais tout à l'heure, ce divorce déjudiciarisé aujourd'hui a la possibilité d'être annulé par un juge des contrats puisque c'est un contrat et donc on peut se retrouver divorcé et puis en définitive, non, pas divorcé et entre-temps on s'est remarié, enfin voilà, je ne vous raconte pas le schmilblick que ça peut engendrer. Ok. Bon. Voilà. Donc, pour finir, un tout petit mot sur les aspects fiscaux s'il n'y a pas d'autres questions. Juste quelques mots. N'oubliez jamais que lorsque vous divorcez, si vous divorcez, il y a des aspects fiscaux très importants attachés au divorce. À la fois donc en cas de mariage évidemment, mais surtout de divorce, de prestations, de paiement de prestations compensatoires, de pensions alimentaires. Il y a des avantages fiscaux qui sont attachés au règlement d'une prestation compensatoire, au règlement de pension alimentaire. Ça peut donner lieu à des réductions fiscales, ça peut donner lieu
déductions fiscales. Donc voilà, c'est vraiment un aspect à ne pas négliger, parce que on a vu aussi des divorces avec des conséquences qui n'avaient pas été prévues. Pour le coup, ça changeait vraiment stratégiquement toute la vision du divorce en question. Ok, donc il y a quelques questions, si tu veux bien, j'en profite pour passer sur le slide suivant. Alors, première question, Cyril, du coup, il faut mieux créer la société avant le mariage, dans le doute, voilà. Hein, alors, c'est pas créer la société avant le mariage, c'est bon, si on peut créer la société avant le mariage, mais c'est surtout adopter un régime séparatiste. Alors, ça peut être une solution. C'est vrai que créer la société avant le mariage, chacun sait bien, du coup, et la société n'appartiendra qu'à Cyril, hormis, effectivement, s'il veut vendre. Oui, mais le développement de la société, donc s'il y a des développements, etc., il risque d'y avoir des calculs de fait quand même, à partir du moment où le mariage a été conclu. Oui. Bouzid, donc si je reviens à ma précédente question et je souhaite basculer dans un contrat de séparation de biens, le notaire devra-t-il liquider nos biens afin de les séparer? Si oui, cela signifie que des taxes peuvent également être incluses lors de la liquidation. Non, alors il n'y a pas de liquidation des biens comme si vous divorciez, c'est pas du tout ça. Il y aura un état des lieux qui sera effectué par le notaire, effectivement, et il peut y avoir des taxes qui sont engendrées, mais dans ce cas-là, je conseille à… C'est Cyril qui pose la question, non? C'est Bouzid. Bouzid. Moi, franchement, je conseille à Bouzid d'aller voir un notaire, d'aller consulter un notaire, parce que c'est vraiment le notaire qui pourra lui dire combien ça coûte. Brice, est-ce que ces règles s'appliquent uniquement aux biens comptes détenus en France ou également ceux détenus à l'étranger? Alors, c'est une très très bonne question. Ces règles s'appliquent à tous les biens, y compris ceux en France, y compris ceux à l'étranger. Maintenant, il peut y avoir, lorsqu'il y a, alors tout dépend du contexte du dossier, tout dépend aussi de la nationalité des époux. Il faut savoir qu'on ne peut pas divorcer par consentement mutuel aujourd'hui lorsqu'il existe un élément d'extranéité dans le dossier. Cet élément d'extranéité, ça peut être, par exemple, c'est souvent d'ailleurs la nationalité des époux qui ne sont pas de nationalité française. Ça peut être aussi le fait que les époux résident tous les deux à l'étranger. Enfin voilà, quand il y a un élément d'extranéité, dans la mesure où le divorce par consentement mutuel sans juge n'existe pas ailleurs qu'en France et que des traités n'ont pas forcément été signés, le divorce est reconnu, mais en revanche, les conséquences du divorce, souvent, on a des difficultés pour faire appliquer ces conséquences du divorce. Donc, en réalité, aujourd'hui, les avocats ne prennent plus le risque de faire un consentement mutuel lorsqu'il y a ces éléments d'extranéité-là et on passe devant un juge. Et donc, pour répondre directement à la question de Brice, lorsque c'est juste des comptes ou des biens qui sont détenus à l'étranger, ces comptes ou ces biens entrent dans le cadre de la liquidation, sauf si, par exemple, on estime que le conjoint ayant une nationalité étrangère, eh bien, ça doit peut-être être la loi étrangère, mais là, on rentre dans des considérations de droit international, la loi étrangère qui est applicable. Voilà, en fonction en fait de différents critères. Et dans ce cas-là, la loi applicable, ça peut être la loi applicable au niveau du divorce, la loi applicable au niveau des enfants, la loi applicable au niveau de la liquidation, la loi applicable au niveau du régime matrimonial. Donc, c'est vraiment des questions de droit qui sont résolues au moment du divorce et tout dépend évidemment du contexte et de tout ça en fait. Oh, Christophe qui pose une question chaude, il dit, si j'ai bien compris, on n'est pas obligé de déclarer tous les biens. Donc là, je laisse l'expert comptable. Vous faites ce que vous voulez, mon cher Clément. À vous de prendre les risques que vous souhaitez prendre. Ok, bon, bah, je crois qu'on… Alors, un petit peu plus sérieusement, faut savoir que quand il y a une liquidation, les impôts sont prévenus. Donc, le notaire envoie systématiquement l'enregistrement du divorce aux impôts avec la liquidation. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'on risque évidemment un contrôle fiscal.
Ok, ouais, effectivement. Bon. Bien, on est à l'heure, puisqu'il est 17h58, dites donc. Caroline, mais tu es exceptionnelle, il n'y a pas d'autre mot. Donc, moi, j'ai passé un Répétez, s'il te plaît. Mais tout le monde l'a passé aussi, hein, parce que moi, je lis les chats. Hein, il y a Julia qui dit que c'était non seulement on avait abordé les points, mais que c'était ludique et funny. Donc, c'était impeccable. En tout cas, moi, j'éprouve beaucoup de plaisir, en tout cas, et à la fois de faire intervenir Caroline, parce que pour moi, c'est un moment à la fois de détente, hein, parce que j'interviens beaucoup moins par rapport à mes autres webinaires, même si je prends beaucoup de plaisir. C'est aussi un moment où on apprend énormément de choses. Et ça, c'est un des points majeurs. C'est la raison pour laquelle Doug est attaché à donner un maximum d'informations à tous les entrepreneurs. Et même si, bien évidemment, nous faisons de la comptabilité, du droit des sociétés, etc., eh bien, on va à l'essentiel chercher les meilleures personnes dans leur profession. Et Caroline, effectivement, je ne peux que la recommander. C'est pour ça que je marque en grand. Hein. D'habitude, même sur Doux, on ne fait même pas de pub. Mais là, on le fait parce que Caroline, en tout cas, elle est au top du top. Et donc, moi, ce que je vous invite, effectivement, en tous les cas, c'est de pouvoir l'appeler si vous en avez besoin. En tous les cas, de pouvoir communiquer. En tout cas, ce sera… Alors, je lui ai fait un très, très gros chèque, hein, évidemment, pour qu'il fasse ma pub comme ça. Merci. Alors, je tiens à le préciser. C'est très important. Zéro de chez zéro en la matière. C'est simplement, et à la fois par plaisir et à la fois par raison de vouloir faire tout cela. Bon, eh bien, écoutez, je vous souhaite en tous les cas une excellente fin de journée. Ce que je vous dis, c'est à bientôt, hein, très certainement avec Caroline dans un mois et demi à peu près. Mais voilà, et pardon de t'interrompre, n'hésitez pas à nous dire quel aspect du droit de la famille vous souhaiteriez éventuellement qu'on puisse développer pour la suite. Hein. Vraiment, je suis toute oui. Il y a beaucoup d'aspects. Là, c'était vraiment les aspects qui peuvent intéresser les entrepreneurs. Mais si vous avez envie qu'on parle de certaines problématiques que vous avez rencontrées qui vous semblent intéressantes, n'hésitez surtout pas à le dire aussi à Patrick. Ouais, je t'ai mis même en grand, tu vois. Ah, c'est le topissime. Bon, écoutez, maintenant, on va se quitter. Je vais vous remettre un coup de disco, puis je vous dis à très bientôt, en tous les cas, sur la chaîne Doux. À très bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Au revoir. Et c'est parti.